Alors, bonjour à tous. Je voudrais commencer par remercier les organisatrices, par remercier les étudiants, par remercier le musée et par vous dire aussi que je suis très contente d'être avec vous. Je suis très contente de vous entendre et j'ai hâte qu'on en discute encore et encore. Et je vais vous parler dans la continuité des Gnawa. Mais, enfin, dans la continuité, oui, des réflexions, etc. Mais, tout d'abord, quelques précisions. Je pense qu'on partage tous ici les mêmes paradigmes. On ne conçoit pas le rituel, le passage du rituel à la scène comme un passage linéaire, mais c'est un passage beaucoup plus compliqué. C'est des allers-retours, c'est des va-et-vient qui font quelque chose à la musique et aux musiciens, forcément. Et donc, on est passé du rituel à la cour, puis à la scène, puis au patrimoine, maintenant. Et ce n'est pas un phénomène nouveau. Depuis le milieu des années 90, les espaces de performance occupés par les Gnawa n'ont pas cessé de se diversifier, de se développer, quitte à porter certains Mellem au rang de vedette nationale, ou même internationale. Alors nationale, bien sûr, je pense au Mellem Bosso, son nom m'échappe, à Al-Qasri, et au niveau international aussi. Par exemple, Aziz Sahmaoui avec son université of Gnawa, etc. Donc, il y a eu une visibilité accrue des Gnawa qui va ouvrir des espaces, des possibles à investir, autant pour les musiciens, artistes, que pour les programmateurs de spectacles, qui vont voir dans ces pratiques musicales, chorégraphiques, scéniques, une identité différentielle à exploiter. Les musiques Gnawa ont donc résonné dans de nouveaux cadres de référence. Les cérémonies rituelles se sont métamorphosées en concerts de musique. La scène aussi s'est métamorphosée. On est plus dans un cadre de scène à l'italienne, ouvert sur le public. Les chants et les danses se sont mués en répertoire, qui sont eux-mêmes, ces répertoires, ont été érigés en symbole d'une tradition. Et on sait à quel point la tradition est lourde, que la tradition, c'est un mot fourre-tout, que la tradition, c'est tellement difficile d'expliquer ce qu'est la tradition, ou de dire ce qu'est le contenu traditionnel, qu'est-ce qu'un contenu traditionnel, que souvent c'est un terme qui va plus renseigner sur les individus qui utilisent le terme tradition que sur le contenu même de ce qu'est censé être la tradition. Bref. Donc, comment les pratiques musicales Gnawa s'articulent-elles à une représentation de l'identité? Comment cette identité est mise en avant par le Maroc en tant que enfin, les Gnawa, c'est très pratique. Hein, c'est regarder, on est à la fois arabe, berbère, noir, africain. C'est un lien à l'Afrique, etc. C'est du soft power, en fin de compte. Comment ces pratiques vont informer elles-mêmes une catégorie qui est plus de l'ordre du label commercial que d'une catégorie musicale avec laquelle on peut travailler. Je pense aux musiques du monde, bien sûr. Et comment on fait de la musique ensemble? Comment les musiciens Gnawa en France font de la musique avec d'autres musiciens qui ne sont pas issus du même répertoire, qui ne maîtrisent pas les mêmes instruments, etc. Donc je vais vous parler de Rachid, je vais vous parler de Alain, qui ont travaillé ensemble comme musiciens sur 2 formations. Et on va commencer par Rachid. Mocassin impeccable, Gandora immaculé, au-dessus d'un jean bien sûr, taguilla brodé de cori, Rachid est un défi vivant à la poussière qui s'élève dans les allées sablonneuses du vieux château de Nice. Dans cette ville, comme ailleurs, l'apparence compte. Et elle compte encore davantage lorsqu'on est l'une des têtes d'affiche de la soirée. Tous les ans, très rapidement, tous les ans, sur les collines qui surplombent le vieux Nice, il y a une fête qui a été organisée, qui a été créée en 1946 par le PCF, le Parti communiste français. Et à travers l'atmosphère, les stands, les musiques, les débats, c'est une rencontre assez particulière, assez exceptionnelle, dans une ville qui est dominée par des politiques très autoritaires et très conservateurs. Donc ça résonne vraiment comme un espace particulier, la fête du château, un moment particulier.
Et donc, les musiciens gnawa, les musiciens gnawa sont forcément appelés à jouer pendant cette rencontre. Et c'est pas la première fois qu'ils sont appelés à jouer. C'est donc sans angoisse ni appréhension qu'ils se sont préparés. Sans lassitude, Rachid secoue ses habits, réajuste son couvre-chef, tire sur sa cigarette avant de monter sur l'une des 2 scènes du château. Ce Casablancais d'une 30aine d'années est connu comme le Gnawi de Nice, même si son allure le rapproche plus du Rastaman que du Bouderbella ou du Bouheli. Par contre, ça ne pose aucun problème de cohérence pour Rachid, qui, armé de son gumbri, passe du registre traditionnel au jazz, en passant par le reggae. Et quand il ne joue pas, Rachid enchaîne les petits boulots en intérim. Cependant, dans la formulation de son identité, tant pour lui-même que pour les autres, Rachid se présente d'abord comme musicien. En général, il ménage ses effets. Il ménage ses effets avant d'annoncer d'annoncer son instrument de prédilection, le gumbri, et qu'il est gnawi. Or, Rachid est bien conscient que cette précision est nécessaire. Cette précision, le fait que ce soit un joueur de gumbri, un gumbriiste, ça va lui permettre des déplacements qui vont ouvrir sa voie à de nouveaux processus d'évaluation et de qualification qui sont loin du registre cultuel et qui vont redéfinir à la fois l'objet, c'est-à-dire la musique, et le sujet, à savoir le public. On ne s'adresse pas au même public, on ne forme pas les mêmes publics. De son propre aveu, Rachid est un gnawi décontracté, cool, relax. Il me dit, moi j'ai pris de ces gnawis à la cool. Au départ, j'allais chez les Meillim pour apprendre, je répétais avec mes copains lors des soirées. Et un jour, mon oncle m'a tendu son gumbri, qui était plus grand que moi. Mon père n'aimait pas ça, son frère est mort à cause du gumbri. Et le gumbri que j'ai lui appartenait. Ma tante me l'a donné et il est resté à la maison. Tu sais, il est grand comment, mon gumbri? Il est très haut, très grand et très vieux. C'est un vrai, en une seule pièce, pas avec des lamelles, un vrai gumbri. Il a même pas besoin de micro. Au-delà de cette différence entre le vrai gumbri et le faux gumbri, au-delà de ce legs familial qui est à la fois une disposition musicale, mais aussi un acte transgressif vis-à-vis de son père, etc., au-delà de tout ça, on peut s'intéresser à la réorganisation qu'il effectue entre le religieux héritage et le religieux option. Ce qui va donner à voir la construction de dispositifs identitaires. Qu'est-ce qu'on prend et qu'est-ce qu'on laisse? Il poursuit. Tout tourne autour d'une chose, le gumbri. Le son du gumbri, les morceaux qui sont joués avec. Mais si tu tiens le garneta et tu joues avec, tu vas directement nous emmener au Maroc. Et tu resteras là-bas. Tu ne bougeras pas. Tu ne vas nous emmener nulle part d'autre. Tu vas nous emmener dans une lila. On va tenir un rythme qui est connu, populaire, mais quand tu tiens le gumbri, tu peux mettre une batterie derrière et lui dire de jouer un rythme reggae ou blues ou autre, et je pourrai jouer avec lui. En fin de compte, un art du sonore qui est aussi un art du spectacle, qui est aussi une manière de se donner à voir. Ce document public qui est joué prend forme en fonction des contextes, des partenaires, du public, qui va permettre son avènement, mais si les rythmes passent facilement au corps, le font bouger, le font vibrer, font qu'on va taper dans les mains, on va remuer la tête quand on écoute la musique gnawa, les outils de description et d'analyse de ces pratiques musicales se révèlent d'une grande complexité. Pas seulement pour nous, qui avons le rôle facile de réfléchir à ce que les autres font, mais aussi pour ceux qui le font, ceux qui produisent, qui font de la musique ensemble. On le sait, le fait musical est un projet esthétique, socialement signifiant. Ça veut dire quelque chose. Le considérer sous ses strictes composantes formelles revient à nier son efficacité et ses fonctions actives. Ces fonctions sont liées à des qualités que Rachid met en exergue. Il nous dit, dans les lilas, c'est pas que le gumbri qui fonctionne, c'est le chant. Mais malheureusement, ici, ça ne touche pas. Parce qu'ils comprennent pas ce que tu dis. Ils connaissent pas. Alors, tu as intérêt à être bon au jeu du gumbri. Tu as intérêt à faire parler le gumbri. Toi, tu te tais. Tu laisses le gumbri parler, tu les laisses écouter. Et après, ils vont te renvoyer ce que tu leur as donné. Ainsi, la représentation n'est pas dissociable de l'action. Quand on se représente, on est en action. On va transformer le concert en performance, en donnant tout un dispositif qui va organiser l'expérience musicale pour l'auditeur, livrant ainsi l'action musicienne avec un protocole d'accompagnement, pour que l'auditeur sache à quoi s'attendre, qu'est-ce qu'il est en train d'écouter. Le besoin de distinction trouve donc dans la pratique musicale un terrain propice pour projeter des éléments jugés pertinents dans ce contexte, pour évoquer l'ailleurs dont ils sont issus. Bien sûr, il existe des écarts entre les effets d'imposition, ce que va imposer un cadre
spectaculaire, scénique à de la musique et aux musiciens, et les intérêts que poursuivent les acteurs. La marge de manœuvre des sujets se retrouve dans un espace social aux contours plus ou moins incertains. Dans le paysage bigarré des musiques du monde, l'emploi stratégique de la référence à la tradition est lié à l'image que projette le groupe pour manifester sa singularité dans un espace de plus en plus unifié. Rachid, quand il nous parle de son projet avec la musique Gnawa, il nous dit « Mon projet, ce que je veux faire sur Gnawa, c'est un truc, la transmission. » Tu vois, la transmission. Tu vois, parce qu'il faut transmettre. Et il faut partir en transe pour comprendre. Et la mission, c'est ça, en fait. Or, on assigne souvent à cette musique un rôle évocateur, bien plus que novateur, dans la fabrique musicale. Il faut évoquer la tradition musicale gnawa. Il ne s'agit en aucun cas d'être innovateur et de créer sa propre voix musicale. Le développement significatif de cette musique en dehors du cercle des adeptes de la confrérie n'est pas un phénomène récent, mais le développement du concert en tant que mode de représentation a fait de l'élément musical une composante essentielle, de l'élément musical et chorégraphique, bien sûr, une composante essentielle de la figure du gnawi. En dehors du Maroc, la musique gnawa, même si elle participe à nourrir la catégorie musique du monde, n'est pas encore précisément identifiée comme une musique qui parle au corps et le fait danser. Ce qui fait danser, c'est le produit dérivé. Or, en interne, les sonorités gnawa ont toujours participé à l'expression des festivités avant même d'intégrer des syncrétismes occidentaux. Dans les lilas, il y a des gens qui viennent pour danser. Dans les lilas, il y a des gens qui viennent pour discuter, pour rencontrer les gens du quartier, pour se tenir au courant des derniers ragots, etc. Il y a cette anecdote qui est racontée par Zineb Majdouli, où, lors d'un concert de musique gnawa, et alors qu'elle dansait avec ses copines sur la musique, elle se fait un peu engueuler, parce que, au motif que c'est une musique sacrée. Donc c'est intéressant aussi, cette manière de préparer le public. Qu'est-ce qu'on écoute ? Donc la confusion entre initiative individuelle, je fais de la musique gnawa parce que cette musique me parle, et le fondement collectif, je fais de la musique gnawa parce que je viens du Maroc, ou parce que je suis d'une famille gnawi, ou parce que... Et donc je ne dois faire de la musique gnawa que en référence au collectif, est source de malentendus. Rachid, quand il a eu plusieurs formations, une de ses formations, ça a été Gnawamoun, un groupe de jazz guidé par Alain, le saxophoniste et le leader. Et alors ils ont fini par se séparer parce qu'il y avait pour des raisons très pragmatiques et pour des raisons aussi musicales, intellectuelles, etc. Mais Alain a une autre compréhension de la musique gnawa. Et il nous dit, alors que Rachid rejette en bloc le côté spirituel, plus ou moins, Alain l'embrasse. Il nous dit, moi, je suis tombé dedans. Moi, je suis tombée plutôt dans le côté musique de l'affaire, mais je ne suis pas du tout insensible à tout le background que ça implique. Je trouve ça très, très intéressant, vraiment. Parce que sinon, une musique désincarnée, tu vois, je me sens dedans. Ça dérangerait peut-être certains Marocains de m'entendre parler comme ça, mais moi, je me sens vraiment dedans. Je me sens vraiment dans le truc, dans la totalité de la chose. Je m'inscris aussi dans le dossier spirituel de l'affaire. C'est vrai que moi, quand je joue ça, je ne joue pas dans le même état que quand je joue autre chose. Je m'amuse, c'est clair, mais aussi c'est difficile à expliquer, mais il y a une composante mystique, verticale, on va dire, verticale. Et d'ailleurs, cette certitude que j'ai que ce projet va marcher, elle est liée à ça. C'est marrant, non ? Il est admis que la musique n'est pas un objet inerte, c'est pas un objet secondaire, sans vie, sans mouvement. La musique est socialement active, elle construit des catégories de pensée, elle construit des catégories d'action. Elle est agissante, tantôt de manière métaphorique, tantôt de manière métonymique. Elle indique et parfois raconte ce que l'on fait. Loin de la formule promptement admise selon laquelle la musique serait le langage le mieux partagé, Claude Lévi-Strauss opère une césure salutaire en nous disant, en parlant de l'irruption du sens dans ces sons, selon lui, cette musique réunit des caractères, alors je le cite, des caractères contradictoires d'être à la fois intelligibles et intraduisibles. S'adaptant aux différents contextes, les musiques gnawa circulent dans de nouveaux contextes, sont traversées par des processus de définition de leur valeur sociale. Que vaut la musique gnawa ? Combien
qu'écoute la musique gnawa. Donc on va redéfinir la valeur sociale et la valeur monétaire de cette musique. Et tout ça va participer à construire des sociabilités culturelles qui sont adaptées à leur contexte, bien sûr, de réception et de consommation de ces musiques. Et s'il y a dissolution ou déplacement des points de référence au rituel, à la cosmogonie gnawa, d'un côté, il y a une production parallèle de discours sur les origines qui va permettre de relocaliser des formes culturelles dans des espaces réels ou symboliques. Intégrant les logiques discursives sur la diversité, sur on est tous une seule société, sur un espèce d'humanisme très à la mode. Enfin, ils sont dans l'air du temps, les Gnawa. Ils vont intégrer la nature fluide des idéologies qui sous-tendent l'écoute de leur musique dans des registres spectaculaires. Les musiciens Gnawa mettent en scène, performent leur répertoire comme le témoin d'une ouverture sur l'autre. C'est la manifestation d'un certain hédonisme culturel. Si je joue de la musique gnawa, en plus si je joue de la fusion, c'est que vraiment je suis ouvert sur les autres. Or, les modalités qui gouvernent la demande et la réception des œuvres opèrent par effet de filtre sur la situation de réception, en exigeant une certaine mise en scène. Les techniques rythmiques, les instruments, l'apparence, le protocole sont compris comme des éléments que l'on entend célébrer, et donc des messages politiques, artistiques, identitaires que l'on veut transmettre. En ce sens, la musique ne dit rien d'elle-même. Il lui faut un discours de protocole. Il faut quelque chose qui accompagne cette musique pour qu'elle dise autre chose. Donc ces éléments de mise en scène sont des référents essentiels qui vont fonctionner à la fois comme dispositif d'appréciation et en tant que critère d'évaluation et d'efficacité des performances. La visibilité étant un attribut du pouvoir, l'art de paraître va se donner comme un moyen de base de la représentation de soi. Il faut qu'on nous voit. Et si on nous voit, ça veut dire qu'on nous reconnaît. Et si on nous reconnaît, ça veut dire que c'est une source non seulement de bienfaits symboliques, mais aussi matériels. La musique gnawa, en adoptant amplement, très largement, les modèles dominants qui lui permettent d'être une musique amplifiée, va participer à transposer, à ordonner un nouvel espace en commun. Dans ces nouveaux espaces de diffusion, les fins thérapeutiques de la musique gnawa sont réaménagées pour guérir de nouveaux maux, pour guérir d'un nouveau mal. Sorties de leur contexte rituel, les litanies sont réécrites pour s'adresser à d'autres réalités politiques et sociales. Elle est signifiante pour le public parce que peut-être que ce ne sont pas des descendants d'anciens esclaves, mais ils se reconnaissent dans la figure du déplacé, de l'exilé, du pauvre, du mskin, etc., etc. Dans ces déplacements, la musique gnawa va garder alors, la fonction, j'aime pas ce terme, mais la fonction, entre guillemets, de soupape de sécurité, presque psychologique. Elle va offrir un exutoire artistique à la souffrance des déracinés. C'est une musique qui accompagne la quête, qui accompagne l'affirmation d'un moi, un moi pluriel, morcelé, de musiciens dont le royaume est celui de l'intervalle, de l'entre-deux, de la tension entre des identités figées. Ils ne sont ni noirs ni blancs, ni esclaves ni hommes libres. Toujours tiraillé entre des identités contradictoires, toujours tiraillé par rapport à son image fantasmée. Elle est fantasmée dès le départ, la musique gnawa. Hein. Elle est fantasmée dès le moment où on se dit « Oh, regardez, ces vieux noirs qui jouent des notes de blues ancestrales dans les ruelles des Médinas. » Ouais, ça ne peut être que vraiment l'origine du blues, du jazz, enfin bref. Ouais. Donc leur musique, et c'est ça l'intelligence, leur musique, sans se fixer sur un territoire ou sur une seule appartenance, crée ces lieux communs, elle redéfinit une communauté planétaire plus émotionnelle que rationnelle, qui va se projeter dans un univers social un peu flou. Cette musique, présentée comme authentique, comme traditionnelle, s'avère être une figure autoritaire de la tradition. Et la tradition, ici, envisagée en tant que ressource de création, qui va permettre d'actualiser le passé à des fins économiques et politiques. Ce qui est marrant, c'est que dans cette perspective, il est singulier de remarquer que la globalisation économique et technoscientifique ramène toujours l'exotique et le traditionnel sur le devant de la scène. On vend de l'ancien dans du contenu nouveau. Les performances entre musiciens gnawa et musiciens internationaux, ce qu'on appelle souvent la fusion, mettent en scène aussi la rencontre de deux ensembles.
Le premier représente la tradition locale, musicien traditionnel, musicien gnawa. Le deuxième représente la modernité occidentale. Dans la dichotomie entre le local et le local est associé à la continuité, rien ne change, tout a toujours été pareil. C'est les mêmes musiques. Alors que le global représenterait par opposition le changement, la transformation, ce qui va vite, ce qui se transforme. La dimension de ces fusions, de ces concerts, est revendiquée par les programmateurs et suggère un espace de l'entre-deux qui associe tradition et modernité. À ce titre, la création du label Musique du Monde montre la difficulté de désigner une musique venue d'ailleurs et destinée au public occidental. Elle porte en elle la question de ce que nous sommes et de ce que sont les autres par rapport à nous. Les musiques du monde, ou alors les musiques du tiers-monde, sont celles mises sur scène et sur le marché par les industries occidentales. Générique et imprécise, la formule musique du monde relègue les formes non occidentales de musique à une altérité globale. C'est des musiques de l'autre. Mais c'est politiquement correct de dire musique du monde. Ça permet de ne pas dire musique ethnique, musique traditionnelle, musique exotique. Mais c'est toujours ce même rapport distanciel qu'elle manifeste. Les musiques du monde, c'est les musiques de l'autre. Donc on rejette toutes ces musiques vers une altérité globale, différente en termes de capacité économique surtout. Et cette logique du capitalisme qui se reproduit par la production de la différence s'illustre dans les stratégies commerciales des producteurs musicaux qui vont se réapproprier l'objet musical et vont le mêler à des sonorités occidentales modernes. En cela, les processus de diffusion et de circulation... Faut que j'arrête ? C'est ça ? 2 minutes. En cela, les processus de diffusion et de circulation des musiques du monde ne sont pas un acte de formatage à sens unique. C'est pas ce que je dis non plus. Les acteurs sociaux, ils consentent et ils vont même négocier. Cette capacité à se réinventer dans de nouveaux espaces porte un nom, c'est ce qu'ont appelé des anthropologues comme Gérard Lanclude ou Jean Pouillon une rétroprojection, donc une gestion et une réorganisation du passé en fonction des impératifs du présent. En gros, au travers des dénominations et des catégories descriptives par lesquelles elles furent et sont encore appréhendées, les musiques du monde forment un analyseur du rapport à l'autre. Les échos du monde global, du monde musical global, sont parvenus depuis très longtemps au Gnawa du Maroc. Ils résonnent jusqu'aux portes des Me'ellem avec qui j'ai travaillé. Ils résonnent jusqu'aux portes du Chella, où le Me'ellem et c'est Mohamed et ses fils, c'est Mohamed Labdi, tentent autant d'en saisir les esthétiques et autant que d'en intégrer les réseaux d'interconnexion. Au souci de maîtriser le répertoire rituel, c'est ajouter la volonté de le conformer aux attentes du marché des arts vivants. Cette substitution, voulue, s'accompagne d'un renoncement à certaines variations locales profondément ancrées et profondément signifiantes dans leur système de production d'origine. Par modernité, il s'agit pour les acteurs et les musiciens de se plier à une pratique qui souvent les met au plan d'exécutants, les privant de la capacité d'être des acteurs de leur propre musique. Ils vont exécuter ce qu'on attend d'eux. Et juste sur ce rapport à l'altérité, je finis sur une petite anecdote de Amazigh Khatab, le meneur et fondateur du groupe Gnawa Diffusion, que vous devez connaître, et qui arrive au Festival des Saouira pour la première fois en 1998. Et il explique qu'il est un peu... il n'est pas très sûr de lui, il est un peu gêné. Est-ce qu'on va bien être accepté à Essaouira? Est-ce qu'on va bien être écouté par les Marocains? Est-ce que peut-être on n'est pas en train de faire du sous-Gnawa ou du mauvais Gnawa? Enfin bref. Et il explique qu'en faisant les balances sur scène, en branchant le matériel, etc., il entend résonner chez un vendeur de cassettes piratées, il entend résonner un de ses morceaux, Gazelle au fond de la nuit. Et il se dit, oui, en fait, c'est bon. Et ça a débloqué la situation. Parce que ça y est, en fait, si, je suis à la maison. Hein, je peux me permettre de chanter ça. Et il parle même d'un terme qui est très joli, parce qu'il est conscient que c'est une bande piratée. Il parle de pirathérapie. Voilà. Le fait de pirater des musiques. Voilà. Merci pour votre écoute. Je vais m'arrêter là.